tous, je m'appelle Romain, je serai un de vos tuteurs en biochimie pendant cette année difficile de passe et aujourd'hui on va attaquer votre deuxième et dernier TD de biochimie pour vous, les LAS, en exclusivité. Alors un TD qui va contenir 16 questions, on va y aller tout de suite. Première question, premier item, un nucléotide comporte 3 éléments, une base azotée, un sucre et un ou plusieurs groupements phosphates. Pas de problème, c'est tout à fait vrai. Donc, on va vite. Hop, premier item, vrai. Deuxième item, A et G sont des bases pyréniques. Inversion complètement débile, ce sont des bases puriques. Donc, on va faire ça dans cette couleur, item 2 est faux. Les bases pyréniques, c'est C, T et U. La thymine est spécifique de l'ADN. Parfaitement vrai. Item 4, l'uracile est spécifique de l'ADN. Bon bah, on procède par élimination, c'est la thymine qui est spécifique de l'ADN et non l'uracile. L'uracile est spécifique de l'ARN, donc item 4, faux. 5, le désoxyribose est spécifique de l'ARN. Alors évidemment non, désoxyribose ADN et non pas ARN, avec l'ARN c'est du ribose. Donc l'item 5 est également faux. Voilà pour la première question. On passe à la suite. Un petit exercice de calcul assez simple. On procède à une analyse chimique pour déterminer la répartition des bases nucléiques d'une séquence. On trouve 24% de guanine. Alors souvenez-vous, c'est ce que je vous ai montré pendant mon cours. Avec la complémentarité des bases, on a des formules qui peuvent nous aider à déterminer les pourcentages de nucléotides à partir de certaines données. Comme une guanine est toujours liée à une cytosine, 24% de guanine dans l'ADN, ça veut dire 24% de cytosine. Item 6 est parfaitement vrai. Elle contient 24% d'ADN. Alors là, forcément, c'est non. 24% de guanine plus 24% de cytosine, ça vous fait 48% de base GC. Donc forcément, 52% de base AT. Et comme un A est toujours relié à un T, vous n'avez qu'à diviser par 2 pour obtenir les résultats. Ça fait 26% de A et 26% de T, donc, et non pas 24. Donc l'item 7 est faux. Contient 26% de thymine, et bien c'est ce que je viens de vous dire, il y a effectivement 26% de thymine, l'item 8 est correct. 9, 48% de base pyrimidine. Alors, ça c'est un peu ambigu, vous savez que G est toujours relié avec C, A toujours avec T, G et A sont les bases puriques, elles sont toujours reliées des bases pyrimidiques, donc il faut associer les 24% de guanine avec les 26% d'adénine, ça ne fera pas 48%, ça fera plus, donc l'item 9 est faux. Enfin, item 10, 50% de base purique, mais il me semble que c'est vrai, 24 et 26, effectivement, ça fait 50. Donc 50% de purique et 50% de pyrimidine. Item 10 est correct. Question 3, soit la séquence suivante, 5' TTCAGCCA 3'. Item 11, il y a 7 liaisons phosphodiester. Eh bien, une séquence de nucléotides, pardon, c'est comme les nuits dans un hôtel. Le nombre de nuits, c'est le nombre de jours dans lequel vous avez réservé, moins 1. Donc là, c'est pareil. Les liaisons, c'est le nombre de nucléotides, moins 1. Si on compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nucléotides, moins 1, ça fait donc bien 7 liaisons phosphodiester. Item 11 est correct. Il y a 5 liaisons N-glycosidiques de type 1'9. La liaison glycosidique, pour rappel, c'est celle qui relie la base azotée avec le sucre. La liaison N-glycosidique de type 1'9, c'est quand vous avez une base purique. Azote numéro 9 de la base purique relié au carbone 1' du sucre. Donc il suffit de compter le nombre de bases puriques qu'on a dans la séquence. On voit qu'on a 2A, on voit qu'on a un G, ça fait 3. 3 et non 5 liaisons N-glycosidiques de type 1'9. Donc l'item 12 est item 13, il y a 3 bases puriques. Et bien on vient de les compter, c'est parfaitement vrai. C'est très correct. 14, il y a 8 riboses. Et bien évidemment, c'est faux. La séquence, vous voyez que dans la séquence, il y a du T, ça commence par TTCA, donc il y a de la thymine, c'est de l'ADN. Donc effectivement, cet item-là est complètement faux. L'ADN, c'est des désoxyribose et pas du ribose. Item 15, la séquence complémentaire est 5' AAGTCGGT 3'. Attention, c'est presque ça, mais c'est faux. C'est un piège qui arrive assez fréquemment lors du concours. N'oubliez pas que les deux brins sont anti-parallèles. Là, vous avez effectivement la complémentaire au niveau des nucléotides, mais le sens est inversé. C'est 3' à la place de 5' et 5' à la place de 3'. Retenez bien ça. L'item 15 est donc faux. Piège qui peut être assez vicieux. Question 4. Item 16. L'ADN A correspond à la forme prépondérante de l'ADN dans la cellule.
Faux, c'est l'ADN. Hop. Item 17. Le pas de l'hélice d'ADN B est 3,4 nanomètres. C'est du court, c'est parfaitement vrai. 18. L'ADN Z présente un squelette sucre-phosphate en zigzag. Z pour zigzag. Encore une fois, ouais. 19. Dans l'ADN B, les paires de bases sont parallèles à l'axe de l'hélice. Alors faites attention aux mots, je ne sais pas comment vous arrivez à vous imaginer de l'ADN avec des paires de bases parallèles à l'axe. C'est pas parallèle, évidemment, c'est perpendiculaire. Donc, item 19 est faux. Item 20, l'ADN A et l'ADN B sont des doubles hélices gauche. Eh bien évidemment, c'est faux. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans votre cours. L'ADN bizarre, c'est l'ADN de type Z, c'est le seul qui fait une hélice gauche. Donc item 20, lui aussi, est faux. Question 5. Vous voyez ici une courbe de renaturation de l'ADN. Vous allez avoir en ordonnée les fractions recombinées en fonction du paramètre code. Et vous pouvez vous dire que le paramètre code, c'est proportionnel au temps, donc c'est équivalent à fractions recombinées en fonction du temps. Item 21. Les séquences fortement répétées sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Les séquences fortement répétées, par nature, sont celles qui vont se réapparier en premier. Donc c'est celles qu'on trouve au tout début du graphique au niveau de la zone 1 et non au niveau de la zone 3. Item 21 est faux. Item 22, les séquences CEN sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Eh bien, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même question. Les séquences CEN sont des séquences fortement répétées. Donc elles aussi, on les retrouve au niveau de la case 1. Donc l'item 22 est faux. Item 23, les séquences codant pour les ARNT et les ARNR sont retrouvées au niveau de l'étape 2. Alors les ARNT et les ARNR, souvenez-vous, c'est codé par des séquences modérément répétées. Ces séquences modérément répétées vont donc bien se réassocier en deuxième. Ça correspond bien à la deuxième case. Item 23 est vrai. Item 24. Les séquences mobiles, les mini-satellites, STR, sont retrouvées au niveau de l'étape 1. STR, fortement répété, ça se recolle en premier, item 24 est vrai. Enfin, item 25, les séquences ALU sont retrouvées au niveau de l'étape 3. Les séquences ALU, souvenez-vous, ce sont des signs. Les signs sont des rétrotransposons et les rétrotransposons sont des séquences modérément répétées. On va donc les retrouver en 2. Encore une fois, c'est faux. En 3, vous n'allez retrouver que les séquences uniques, les gènes qui permettent de coder les protéines. Question 6. Vous avez ici une électrophorèse typique d'un exercice sur la méthode de Zangler. Alors, on revient encore une fois sur ce que je vous ai dit en cours. Avec la méthode de Zangler, des ADN polymérases ont synthétisé des fragments complémentaires d'une matrice à partir d'une amorce qui est complémentaire de l'extrémité 3' de la matrice. Donc cette amorce, elle commence en 5' et elle se finit en 3'. Les fragments que vous avez sur l'électrophorèse sont donc les fragments qui se terminent côté 3'. Donc en bas du gel électrophorétique, vous avez l'extrémité 3' et en haut, vous avez l'extrémité 5'. Pour obtenir la séquence de la matrice, il faut faire la complémentaire de ce que vous lisez de bas en haut. Donc 3' devient 5' en bas et 3' en haut, ce qui signifie que votre séquence finale sera 5', T, A, G, T, A, C, G, etc., etc. Alors on va regarder dans les différents items si quelque chose correspond. On se souvient, ça commence avec 5', T, A, C, G, 3' de l'autre côté. Alors est-ce qu'on voit 5', T, A, C, G quelque part dans les items? Eh bien oui, il faut faire attention, c'est au niveau de l'item 27, sauf que cet item 27 est à l'envers, vous avez votre extrémité 5' sur la droite et votre extrémité 3' sur la gauche, mais c'est bien 5', T, A, C, G, etc., etc. Donc c'est l'item 27 qui est correct, et tous les autres sont erronés, parce qu'ils sont, pour la plupart, à l'envers dans leur orientation 3', 5'. La question 7, c'est une carte de restriction, c'est exactement le même type d'exercice que j'ai fait avec vous en cours. Un plasmide circulaire, notez bien ça, on précise qu'il est circulaire, contenant un gène X est coupé par les endonucléases de restriction PST1 et ALU1. Les produits de digestion sont analysés par l'électrophorèse en gel d'agarose et révélés par le bromure d'éthylène. Vous avez ensuite le résultat de l'expérience et on va vous poser diverses questions. Item 31, le plasmide fait 7 kB. Pour avoir la taille totale du plasmide, eh bien c'est pas compliqué, vous prenez une des pistes de l'électrophorèse
et vous additionnez le poids en kilobases de tous les fragments que je vous donne. Alors, on va faire simple. On va prendre la première piste, la piste PST1. Vous avez un fragment de 7 kilobases. Donc tout votre chromosome fait effectivement 7 kilobases, l'item 31 est vrai. Ensuite, le plasmide fait 5 kilobases, item 32. On a dit qu'il en faisait 7, c'est bête et méchant, c'est bon. Item 33, le plasmide contient un site de coupure pour PST1. Un seul site de coupure pour PST1, je précise. Alors, on vous a dit que le chromosome il était circulaire, et je vous ai dit que lorsque le chromosome est circulaire, le nombre de fragments est égal au nombre de coupures. PST1, il y a un fragment, donc une coupure sur le chromosome. Donc effectivement, le plasmide contient un site de coupure pour PST1, l'item 33 est vrai. Le plasmide contient un site de coupure pour ALU1. Eh bien, vous voyez tout de suite que c'est faux en regardant la piste ALU1. Sur la piste ALU1, vous observez deux fragments, donc deux coupures et non pas une seule. Donc, l'item 34 est erroné. Enfin, item 35, le plasmide contient deux sites de coupure pour ALU1. On vient de le prouver maintenant, il y en a effectivement deux, donc l'item 35 est vrai. On va changer de chapitre, on va passer à la réplication, question 8, quelques questions de cours à propos de la réplication. Item 36, elle est beaucoup plus rapide chez les eucaryotes. Inversion assez stupide, ce n'est pas chez les eucaryotes, c'est chez les prokaryotes qu'elle est la plus rapide, donc item 36 est faux. Item 37, dans le noyau des cellules eucaryotes, chaque chromosome a une unique origine de réplication. C'est exactement le même piège, ce sont les chromosomes des cellules prokaryotes qui n'ont qu'une seule origine de réplication, donc encore une fois, item 37 est faux. 38, la réplication est semi-conservative. C'est du court, ça fait partie des 5 caractéristiques de la réplication. C'est faux. Item 39, les ADN polymérases ne nécessitent pas d'amorce. Alors, les ADN polymérases, c'est faux, elles nécessitent une amorce. Ce sont, attention, les ARN polymérases qui n'ont pas besoin d'amorce. Donc, l'item 39 est faux. Encore une fois, c'est du court, c'est à savoir. 40, elle est unidirectionnelle. Bon, alors je pense que là, on ne se fait pas avoir. Elle est effectivement bidirectionnelle pour gagner du temps, tout simplement. Pour la cellule, ça fait partie des 5 caractéristiques à connaître. Question 9, item 41. Les fragments d'Okazaki jouent un rôle dans la synthèse du brin discontinu. C'est effectivement cette partie du cours qui fait assez mal à la tête sur le brin discontinu qui est orienté à l'envers. L'ADN polymérase doit synthétiser des fragments à rebrousse-poil successivement. Ce sont les fragments d'Okazaki. Item 41 et donc. Item 42, les ADN polymérases possèdent deux sites catalytiques, un site de dépolymérisation et un site exonucléatique. Alors je pense qu'on ne se fait pas avoir non plus. Les ADN polymérases, comme leur nom l'indique, leur rôle c'est de polymériser, non pas de dépolymériser. Évidemment, c'est un site de polymérisation et un site exonucléasé et non pas un site de dépolymérisation. Donc l'item 42 est faux. Item 43, la réplication se fait de façon complémentaire et parallèle. Encore une fois, les brins d'ADN sont antiparallèles, c'est complémentaire et antiparallèle. Item 43, faux. Item 44, les protéines SSB empêchent la réassociation des deux brins d'ADN. C'est tout à fait vrai. Souvenez-vous, l'ADN sous forme simple brin n'a qu'une seule envie, c'est de revenir sous forme double brin. Et pour éviter de faire des nœuds dans un système qui a déjà pas mal de nœuds, on va se l'avouer, eh bien les protéines SSB stabilisent cet ADN sous forme de simple brin pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Donc, item 44 est vrai. Item 45, l'hélicase DNAC et la primase DNAG forment le primosome. Alors attention, c'est presque vrai, mais il y a une petite erreur, c'est que DNAC c'est le poseur d'hélicase et que l'hélicase c'est DNAB et non pas DNAC. Donc le primosome c'est l'association de DNAG et de DNAB, non pas DNAC, donc c'est item 45. Est faux. On poursuit avec la 10e question concernant la réplication chez les prokaryotes. Alors ici vous avez un schéma qui est déjà tombé quelques fois au concours, que le prof aime bien apparemment. Alors vous avez différentes structures qui sont toutes fléchées avec une lettre, il faut deviner à quoi correspond chaque lettre, évidemment. Item 46, le brin D permet la synthèse du brin continu. Alors, immédiatement on voit que sur le brin D, il y a plusieurs fragments qui se suivent avec plusieurs amorces. Donc ce sont des fragments d'Okazaki
le brin D, pardon, est donc le brin discontinu et non pas le brin continu. Item 46, faux. Item 47, G est un fragment d'Okazaki. Ben, on vient d'en parler, effectivement, ce sont des fragments d'Okazaki. Item 47, vrai. Item 48, F correspond à l'ADN polymérase delta. Alors là, faites très attention, c'est un piège bête et méchant. C'est, regardez bien la consigne, concernant la réplication chez les prokaryotes. Et les prokaryotes, c'est pas l'ADN polymérase delta, ça c'est chez les eucaryotes, c'est l'ADN polymérase 3. Donc l'item 48 est faux. Faites attention à ce genre de piège, c'est vraiment vilain, mais malheureusement, c'est ça qui départage. Item 49, B permet la création d'une fourche de réplication. Alors on regarde, c'est pas toujours très clair à cet endroit du schéma, B, c'est cette petite enzyme qui pose des amorces. L'enzyme qui pose des amorces, c'est la primase, DNAG, chez les eucaryotes. Ce n'est pas elle qui crée la fourche de réplication. L'enzyme qui crée la fourche, c'est l'hélicase, qui permet de briser les ponts hydrogènes entre les bases. Donc, l'item est faux. Celle qui permet de créer les fourches de réplication, c'est A. Enfin, item 50, C correspond à l'amorce ARN synthétisée par la primase. Alors, regarde, C, c'est cette espèce de petit bloc qui est enchâssé à l'intérieur de la primase. Donc, effectivement, c'est une amorce ARN qui permet la synthèse des fragments d'Okazaki. Donc, item 50 est vrai, lui aussi. On passe gentiment à la transcription. Question 11, à propos de la transcription, quelques questions de cours. 51, elle a lieu dans le noyau. Alors, c'est parfaitement vrai. Ça pourrait être ambigu, puisque chez les prokaryotes, il n'y a pas de noyau. Mais bon, là, on va considérer qu'on est chez les eucaryotes, donc item 51, c'est bien vrai. Ça a effectivement lieu dans le noyau. 52, elle a besoin d'une amorce pour commencer. Eh bien non. Si justement on pose des amorces ARN dans l'ADN, c'est que l'ARN n'a pas besoin d'amorce, donc la transcription n'a pas besoin d'être amorcée. Item 52, faux. 53. Le brin codant peut être sens ou antisens. Rappelez-vous la convention, le brin codant, c'est toujours le brin sens. Vous l'apprendre par cœur, c'est pas compliqué, item 53, donc est faux. Item 54. L'ARN polymérase 1 transcrit les ARN 5S et les ARN T. Alors ça c'est faux. Souvenez-vous, le petit boulot pour les petits ARN, l'ARN T, l'ARN 5S, ça c'est le job de l'ARN polymérase. Il va falloir couper là. C'est le rôle de l'ARN polymérase 3 et non le rôle de l'ARN polymérase 1. On va recommencer. Item 54. L'ARN polymérase 1 transcrit les ARNR 5S et les ARN T. N'oublie pas, ARNR 5S et ARN T, c'est le job de l'ARN polymérase 3. L'ARN polymérase 1, elle est chargée de coder les 5,8S, 18S et 28S, c'est-à-dire les 3 ARNR les plus lourds. Item 54, pardon, est donc faux. Item 55, la transcription, c'est la synthèse d'ADN à partir d'ARN. N'importe quoi, la transcription, c'est la synthèse d'ARN à partir d'ADN. 55, faux. Il n'y a que très peu de mécanismes qui sont capables de faire de l'ADN à partir d'ARN. C'est ce qu'on appelle des enzymes transcriptases inverses. Rappelez-vous la télomérase, elle en fait partie. Mais dans la transcription, c'est bien ARN à partir d'ADN. Question 12. À propos de la maturation. 56, il y a l'épissage des exons. C'est faux, c'est l'épissage des introns. Alors là, notez bien qu'on parle d'épissage classique, hein, on ne parle pas d'épissage alternatif. 57. La coiffe permet de protéger l'extrémité 3'. Coiffe, c'est en 5', pas en 3'. Item 57. 58. Elle se déroule en 3 étapes, dans l'ordre ajout de la coiffe en 3', ajout de la queue polia et épissage des introns. C'est exactement le même piège, cette coiffe, elle est toujours en 5', ça n'a pas changé entre item 57 et 58, donc c'est toujours faux. Item 59, concernant l'épissage, il y a un site donneur en 5' qui correspond à une séquence AG. C'est quasiment vrai. Le problème, c'est que la séquence AG, c'est la séquence receveuse, non pas la séquence donneuse. La séquence donneuse, c'est GU. Donc, item 59, faux. Item 60, l'ajout de la coiffe est la première étape de la maturation et elle nécessite 2 enzymes. Alors, c'est effectivement la première étape de la maturation, mais elle nécessite 3 enzymes. Une glycosylase, une phosphatase, une guanidyltransférase, une méthyltransférase, pardon, à la place de la glycosylase. Donc, item 60
est faux à cause de ce détail. Alors, comme vous le voyez, en concours, c'est régulier, on tombe régulièrement sur des tout faux. Sachez qu'au vrai examen, il n'y en a pas tant que ça, des tout faux, mais il y en a. Aux EBG, les tuteurs aiment bien vous faire des tout faux ou des tout vrais. Et donc, ça prouve bien qu'il faut vérifier chaque item et non pas procéder par élimination, comme dans un QCS. Question 13. Concernant l'unité de transcription suivante, 5' AUACC, avec un intervalle de 15 nucléotides, puis AGCG CCU 3'. Alors, unité de transcription, vous voyez qu'il y a des U dans cette séquence, ça veut dire que c'est de l'ARN. C'est de l'ARN qui a été transcrit à partir d'un brin matrice. Question 61, la transcription se fait de 3' à 5'. Eh bien, c'est faux. C'est exactement comme la réplication, la transcription. Et par transcription, on entend bien polymérisation, non pas lecture de la matrice. La polymérisation se fait de 5' vers 3', parce que l'ARN polymérase ajoute les nucléotides à l'extrémité 3'. C'est exactement comme la réplication. Donc, l'item 61 est faux. Item 62. Le brin matrice est 5' UCCG, etc. 3'. Alors, c'est faux. Le brin mat... Ah, il va faire couper là. Item 62. Le brin matrice est 5' UCCG, etc., etc., 3'. Eh bien, encore une fois, vous voyez que c'est à l'envers. La matrice, n'oubliez pas, les brins sont antiparallèles et complémentaires. Donc, la matrice, ça va être 3'. On ne peut pas T, A, T, GG, etc. Et donc, dans l'autre sens, 5' A, GG, etc., etc. Donc, l'item 62 est faux. Je vais faire une erreur, c'est-à-dire aussi, l'item 61, il est faux, il n'est pas vrai. Item 63. On y trouve un site donneur d'épissage. Site donneur d'épissage, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est GU. Alors est-ce qu'on trouve un GU là-dedans? Il y a un GC, pas de GU. Donc, item 63, faux. On y trouve un site accepteur d'épissage. Le site accepteur, c'est AG. On regarde, est-ce qu'il y a un AG dans la séquence? Effectivement, il y en a un. Il y a donc un site accepteur d'épissage, item 64. 65, enfin, il s'agit du brin codant. Alors, ça peut porter à confusion ce genre de questions parce que justement ils n'ont rien à voir. On a dit que c'était un transcrit d'ARN, il y a de l'uracile à l'intérieur, ce n'est pas un brin codant ni non codant, ce n'est pas de l'ADN, c'est un transcrit ARN. Donc la question n'a rien à voir. F65 est faux. On enchaîne avec l'avant-dernière partie, la traduction. Question 14, quelques questions de cours. En 66, la polymérisation de la protéine se fait de C-ter à N-ter. Eh bien, retenez qu'au niveau du codon stop, la protéine ERF va induire la coupure de l'extrémité C-ter. Ça veut dire que vous avez commencé la traduction en N-ter et que vous l'avez terminée en C-ter. Donc la polymérisation se fait de N-ter à C-ter et non pas l'inverse. Item 66. Faux. Item 67. Le cadre de lecture est fixé après l'initiation à la traduction de l'ARN messager. Eh bien non. Justement, un des rôles de l'initiation, c'est bien de déterminer ce cadre de lecture fixé grâce à l'ARNT initiateur. Donc, l'item 67 est faux. Cadre de lecture fixé pendant l'initiation et pas après. 68. La traduction commence par le codon d'initiation AGU. Question de cours, c'est pas AGU, c'est AUG. Comme toujours, pour être mentionné, item 68, faux. 69. La lecture du brin se fait de 5' vers 3', comme la transcription. Alors c'est vrai, la lecture du brin se fait de 5' vers 3', mais c'est le contraire de la transcription. En transcription et en réplication, souvenez-vous, on lit le brin de 3' vers 5'. La lecture est bien de 3' vers 5', alors qu'en traduction, c'est de 5' vers 3'. Donc ce n'est pas comme dans la transcription, donc item 69 est faux. Item 70. Il y a 3 codons stop, UAG, UGA et UAA. Eh bien, c'est parfaitement vrai. Ce sont les 3 codons stop qui existent. Item 70, pardon. Correct. Question 15. À propos de la synthèse protéique. Item 71, elle utilise l'énergie sous forme de GDP. Alors c'est faux.
ce que vous pouvez retenir, c'est que le GDP, c'est toujours la pile usée. La pile qui apporte l'énergie, c'est toujours une molécule en TP, en triphosphate, soit de l'ATP, soit du GTP. Et ce GTP, on va l'hydrolyser en GDP, diphosphate, plus phosphate inorganique, pour récolter de l'énergie. Donc le GDP, c'est la pile usée, ce n'est pas la source d'énergie. Donc item 71, faux. 72. Un cycle d'élongation utilise deux molécules de GDP. Toujours la même chose, ce n'est pas deux molécules de GDP, c'est deux molécules de GTP. Mais en revanche, c'est bien deux molécules. Item 73, la sélection de l'aminoacide ARNT se fait par réaction d'hydrolyse EEF1-alpha-GTP en EEF1-alpha-GTP. Alors, faites attention. 73. La sélection de l'aminoacide ARNT se fait par réaction d'hydrolyse EEF1-alpha-GTP en EEF1-alpha-GDP. Alors, c'est bien la bonne enzyme, c'est bien les bonnes molécules énergétiques. Item 73 est parfaitement vrai. 74. À l'initiation, il y a formation d'un complexe de pré-initiation 45S. Erreur assez débile, c'est pas 45S, c'est 43S. Bête et méchant, c'est à savoir. Item 75. Le codon d'initiation AUG ne code pas pour la méthionine. Bah si, précisément, on l'a dit, il ne code que pour la méthionine, justement. Donc item 75, faux lui aussi. Question 7. Item 76. Un ribosome est constitué de deux sous-unités, la petite 40S et la grande 60S. Bien, c'est parfaiement vrai, à savoir. Item 76, correct. 77. La grande sous-unité contient des ARN 18S. Non. C'est à retenir, le 18S, c'est dans la petite sous-unité, c'est le seul ARNR qui constitue la petite sous-unité, alors que la grosse va être constituée du 5S, 5,8S et 28S. Donc, item 77, faux. Item 78. L'addition des deux sous-unités est sans Svedberg. Souvenez-vous, le Svedberg est une unité très bizarre, c'est une unité non linéaire. En Svedberg, 60 plus 40, ça fait 80 et non pas 100. Donc l'item 78 est faux. 79. Le wobble se fait au niveau du troisième nucléotide du codon et du premier nucléotide de l'anticodon. Troisième nucléotide, c'est toujours dans le sens 5' vers 3'. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien vrai. C'est le nucléotide en 5' de l'anticodon qui va s'adapter à différents nucléotides en 3' du codon. L'item 79 est vrai. 80. L'ARNT a une conformation en feuille de trèfle et la tige acceptrice est à l'extrémité 5'OH. Inversion, c'est pas 5'OH, c'est 3'OH qui va fixer l'acide aminé. Donc 80, faux. Dernier chapitre, la réparation, question 17. 81. Si la réparation échoue, des mutations apparaissent et sont toujours négatives. Eh bien, souvenez-vous, généralement à court terme, on connaît les mutations pour être négatives. Ça provoque des cancers, ça provoque des malformations. Mais souvenez-vous qu'à long terme, grâce au processus d'évolution et de sélection naturelle, eh bien, il est nécessaire de muter, il est nécessaire de s'adapter à son environnement. Certaines mutations apportent des avantages, donc l'item 81 est faux, puisque sans ça, on serait resté à l'état de ver de terre préhistorique. Item 80. Une substitution ne change pas la taille de l'ADN. C'est parfaitement vrai. La substitution, c'est vous remplacer un nucléotide par un autre, donc il n'y a aucun changement de taille. L'item 82 est vrai. 83. Une délétion est seulement une perte d'un nucléotide. Et bien pas seulement. Parfois vous perdez 10, 100, 1000 nucléotides. Parfois vous perdez même un chromosome entier. Et donc l'item 83 est faux. C'est le mot seulement auquel il faut faire attention. 84. La désamination oxydative de la cytosine conduit à la thymine. Eh bien non. Souvenez-vous, la cytosine, c'est une fonction amine et une fonction cétone, et la désamination oxydative va remplacer cette fonction amine par une autre fonction cétone. Et le nucléotide qui possède deux fonctions cétone, c'est l'uracile, et non pas la thymine. Donc item 84, faux. 85. La dépurination survient sous l'effet de la température. C'est parfaitement vrai. La température a tendance à casser les liaisons N-glycosidiques qui relient les bases purines à leur sucre.
Allez, un peu de courage, on arrive à la dernière question, question 18, toujours question de cours. Item 86, les agents alkylants ajoutent des groupements méthyl ou éthyl sur la guanine et entraînent une transversion. Tout est vrai, sauf le dernier mot. En ajoutant des groupements méthyl sur la guanine, ça va transformer la guanine en adénine. Vous êtes toujours dans la même catégorie, vous passez d'une base purique à une base purique. C'est donc une transition et non pas une transversion. Item 86. Item 87. Les radiations ionisantes entraînent la formation de dimères pyrimidines. Alors c'est pas ça, les radiations ionisantes, elles ont tendance à provoquer des cassures double brin dans l'ADN. Les dimères pyrimidiques, eux, sont plutôt formés par les rayonnements UV qui créent des liaisons covalentes entre deux pyrimidines successives, par exemple entre C et T, entre T et T, etc. etc. Donc l'item 87 est faux. Item 88. La réparation par recombinaison homologue permet de restaurer la séquence complète. C'est bien ça. La recombinaison homologue, c'est lorsqu'on a une cassure au niveau de l'ADN, on va faire une copie à partir du chromosome homologue, comme l'indique le nom du mécanisme, et à partir de cette copie du chromosome homologue, on va resynthétiser proprement toute la cassure avec les nucléotides qui ont été perdus. Donc ça permet de restaurer la séquence en entier. Item 89 est effectivement vrai, et j'ai oublié l'item 88, on va revenir dessus. La réparation par excision de nucléotides reconnaît les bases altérées ou désaminées. Excision de nucléotides, et non pas excision de base, ça veut dire élimination de plusieurs nucléotides. C'est pour les dommages volumineux. Les nucléotides altérés ou désaminés individuellement, c'est du système BER par excision de base qui va les reconnaître. Donc l'item 88, lui, est faux. Tout dernier item, 90, la réparation par recombinaison non homologue ne peut pas induire de délétion. Et bien justement, la recombinaison non homologue, c'est le système bourrin qui va prendre vos deux branches d'ARN cassées et qui vont les recoller brutalement. Et généralement, comme les cassures entraînent des pertes de nucléotides sur des zones qui deviennent simples brins, et bien en recollant vos deux brins d'ADN, vous allez casser certains nucléotides, il va y avoir des délétions. Donc justement, ce système, le système NHJ, entraîne des délétions. Donc le dernier item, 90, est faux. Voilà, c'est terminé pour le TD. J'ai conscience que c'est une vidéo qui est assez longue. N'hésitez pas à la découper en plusieurs morceaux, à faire pause au moment où vous ne comprenez pas pour essayer de bien comprendre, de revoir. Et j'espère vous revoir très bientôt au cours de l'année. Et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre passe.